Bonjour, je m'appelle Hichem Kari, je suis professeur de génétique à la faculté des sciences de Alsace. Donc, pendant ce semestre-là, on va suivre ensemble ce module-là de génétique qu'on appelle le module de génétique 2. Le module de génétique 2, il est réparti en gros en trois parties. La première partie est consacrée à la polyploïdie et les aberrations chromosomiques. Bien. Donc, on va commencer par quelques notions que vous connaissez déjà, bien sûr, mais ce sont des rappels, si vous voulez, sur la structure des chromosomes, bien sûr, chez les eucaryotes. Donc, comme vous le savez, les chromosomes sont le support du matériel génétique. Ils constituent le support de l'hérédité, bien sûr. Chacun de nous présente des chromosomes, bien sûr, paternels et des chromosomes maternels. Donc, chacun de nous, il a pour chaque paire de chromosomes homologues un chromosome maternel et un chromosome paternel. Les chromosomes sont le support de l'organisation de la vie cellulaire. Bien sûr, cette vie cellulaire, elle pourrait être bouleversée pendant la vie. Donc, cette vie cellulaire elle pourrait être bouleversée. Donc, dans ce cas-là, on parle d'anomalie constitutionnelle ou bien anomalie acquise. Lorsque les aberrations chromosomiques apparaissent lors de l'embryogenèse, on parle d'anomalie constitutionnelle. Mais lorsque ces aberrations apparaissent lors de la vie de la personne, on parle d'anomalie acquise. C'est le cas du cancer, parce qu'on ne naît pas généralement avec un cancer, mais on acquiert le cancer suite à des anomalies chromosomiques, entre autres, bien sûr. Donc, un petit rappel sur la structure du chromosome chez les eucaryotes. Donc, parce que la structure, comme vous le savez, des chromosomes eucaryotes est différente de celle des prokaryotes. Donc, chez les eucaryotes, l'ADN est associé à des protéines qu'on appelle des histones. L'ADN est localisé dans le noyau de la cellule et l'ADN est replié d'une manière ordonnée, ce qui lui assure d'être stocké en grande quantité. Donc ça, c'est bien sûr relatif à la structure des chromosomes chez les eucaryotes. Donc la condensation dans les chromosomes eucaryotes se fait en plusieurs étapes successives. Il y a un enroulement de l'ADN autour d'un noyau protéique pour produire ce qu'on appelle des perles appelées nucléosomes. L'enroulement de ces perles-là dans une structure hélicoïdale donne ce qu'on appelle la fibre. Et la condensation maximale, elle est atteinte quand la fibre est organisée en boucle. Donc, dans les chromosomes eucaryotes, la chromatine est l'unité analytique du chromosome. Et le nucléosome, c'est le niveau le plus simple de condensation de l'ADN. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez de l'ADN, vous avez ici les histones, ce qu'on appelle des histones, et là, l'unité, si vous voulez, cette unité-là composée par les protéines histones et de l'ADN constitue ce niveau-là de condensation le plus simple qu'on appelle le nucléose. L'ADN, si vous voulez, lors de son enroulement sur les protéines, elle se présente, 200 paires de bases d'ADN, ils sont enroulés autour d'un octamère de petites protéines qu'on appelle les histones. Donc vous avez H2A, H2B, H3 et H4. Donc de ces 200 paires de bases, vous avez 146 paires de bases qui font 2 tours autour du noyau histone et le reste des bases relie le nucléosome au suivant. Donc l'enroulement, on dit que l'enroulement il est négatif. Donc vous avez ici 2 enroulements d'ADN, comme vous le voyez ici, 146 paires de bases, et le reste, il permet la liaison de ce nucléosome au nucléosome suivant.
Donc là, si vous voulez, c'est une électrophorèse sur un gel. C'est une électrophorèse des protéines, des histones, donc pour que vous voyez comment on a mis en évidence, si vous voulez, les différentes protéines qui sont associées à l'ADN. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, H2, les protéines H2, H3, H4, H1 et H5. Donc H1 pour H1, comme vous le voyez ici, elle permet la liaison de l'ADN et bien sûr des protéines histones, les autres types de protéines, l'octamère des histones. Donc là, vous avez un schéma sur les chromosomes en eucaryotes, c'est-à-dire le complexe ADN protéine. Donc l'ADN, ce qui est en orange, c'est l'octamère des protéines, donc c'est-à-dire H2, H3, H4 et H5, les 8 protéines ici. Et là, vous avez la protéine H1. Voilà. Le chromosome eucaryote comporte des structures essentielles à ses fonctions et au maintien de son intégrité. Donc, le chromosome il doit fonctionner, doit avoir une réplication. Donc, et tout ça, il est assuré, bien sûr, grâce à sa structure. Donc, dans sa structure, vous avez ce qu'on appelle le centromère, c'est de l'ADN condensé qui est responsable de la ségrégation précise des chromosomes fils après la réplication de l'ADN, lors de la mitose, vous savez que vous avez voilà le chromosome, donc le centromère, il se trouve ici. Donc vous savez, grâce à ce centromère-là, vous avez un dédoublement des chromosomes lors de la mitose, c'est-à-dire lorsque vous passez d'une cellule fille à d'une cellule mère à deux cellules filles identiques. Donc, c'est le centromère. Il joue un rôle très important dans ce phénomène de mitose, c'est-à-dire dans la réplication de l'ADN. Et vous avez aussi, dans la structure des chromosomes, ce qu'on appelle les télomères. Les télomères, ce sont des séquences d'ADN qui sont répétées en tandem et ils sont aussi indispensables pour la réplication de l'ADN et ils assurent aussi la stabilité des chromosomes. Et ces séquences d'ADN qu'on appelle télomères, ils sont situés aux extrémités des chromosomes. Donc, vous les trouvez dans les extrémités des chromosomes. Voilà. Donc, concernant la nomenclature, comme vous le savez, les chromosomes, donc le karyotype humain normal il comporte 46 chromosomes, 22 paires d'autosomes. Ils sont notés de 1 à 22 en fonction de leur taille décroissante et une paire de gonosomes ou bien les chromosomes sexuels. Comme vous le savez, chez l'homme, vous avez deux chromosomes sexuels XY et chez la femelle ou bien chez le sujet féminin, vous avez XX. Donc chaque chromosome comporte un centromère et vous avez chaque chromosome. Il peut se présenter sous forme de deux chromatides sœurs qui sont unies dans leur zone hétérochromatique de chaque côté du centromère. Donc, si vous regardez ici le chromosome, par exemple, ici vous avez deux chromatides sœurs et chaque chromatide, elle présente un bras court et un bras long. D'accord? Donc, il y a la première chromatide et il y a la seconde chromatide. Donc, chaque chromosome se présente en deux chromatides. Les deux chromatides sœurs, ils sont unis dans leur zone hétérochromatique de chaque côté du centromère. Chaque bras se termine par un télomère, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, chaque bras de chromosome se termine par un télomère. Donc, le bras court, on l'appelle le bras P, et le bras long, on l'appelle le bras Q. Donc, la partie terminale du bras court, ça s'appelle P-ter, P terminal, et la partie terminale du bras long, ça s'appelle Q-ter. Q-ter, voilà. Donc, c'est pour cela ici, on vous dit que chaque bras se termine par un télomère, ou bien P-ter, Q-ter. Le raccourcissement des télomères est un phénomène connu et il paraît associé au vieillissement cellulaire. Vous savez que lorsqu'on a fait des expériences,
on s'est rendu compte que cette partie de télomère, c'est-à-dire cette région, ces séquences terminales de, du chromosome, ils sont grignotés avec l'âge de la cellule, c'est-à-dire au cours du vieillissement de la cellule, vous avez cette partie-là qui diminue de taille, bien sûr. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de part et d'autre du centromère, vous avez une chromatide. Une chromatide présente deux bras, le bras court, qu'on appelle P, petit comme petit, placé en haut sur un karyotype, et le bras long, le bras Q, placé en dessous du centromère. Donc, si je prends là, vous avez le bras court et vous avez le bras long, le bras court appelé P, le bras long appelé Q. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que chaque chromatide, elle est divisée, comme vous le voyez ici, en plusieurs régions. Donc, c'est pour cela, comme vous le voyez là, c'est divisé en plusieurs régions. Donc, chaque bras, il est arbitrairement divisé en régions. Chaque région est divisée en bandes. Ce sont des entités visibles, pâles ou bien foncées. Après, l'usage de techniques de dénaturation. Donc, on va parler de tout ça pendant les séances de technique. Et chaque bande peut, si nécessaire, être divisée en sous-bandes. Donc, je m'explique. Vous prenez par exemple le bras blanc ici. Il est divisé en régions, la région 1, la région 2. Chaque région est divisée en bandes. La bande 1, là, vous avez ici la bande 1 pour la région 1. Pour la région 2, vous avez la bande 1 et la bande 2. Et chaque bande, elle est divisée en sous-bandes. Pour la bande 2, elle est divisée en sous-bandes 1, 2, 3. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez cette nomenclature. Par exemple, vous avez un gène qui est situé, une séquence d'ADN ou bien un gène qui est situé dans cette partie-là, là où il y a l'étoile, dans cette partie-là en bas du bras long de cette chromatide. Et vous voulez communiquer cette localisation à un de vos collègues. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas le schéma devant vous, mais vous voulez lui parler d'un gène, par exemple, qui est situé ici. Donc, pour qu'il comprenne ce que vous êtes en train de dire, donc vous allez lui dire que le gène, ou bien la séquence qui nous intéresse, la séquence d'ADN qui nous intéresse, il est situé donc sur le chromosome. Il faut donner le numéro du chromosome. Vous savez que les chromosomes chez l'homme, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez 23 paires de chromosomes, 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Les autosomes, ça va de 1 jusqu'à 22, et le chromosome sexuel, bien sûr, c'est X et Y. C'est la 23e paire. Donc, vous commencez lorsque vous voulez parler d'un gène sur un chromosome bien déterminé. Qu'est-ce que vous allez communiquer à votre collègue ou bien votre interlocuteur? Vous allez lui dire que le gène ou bien l'ADN qui nous intéresse, il se trouve sur le chromosome 21. Donc, vous commencez par 21, le chromosome 21. Ensuite, le gène, il se trouve sur le bras long. Donc, vous mettez Q. Ça se trouve sur le bras long et non pas sur le bras court. Si le gène était sur le bras court, je vais écrire à la place de Q, je vais écrire P. D'accord? Donc sur le bras long. Ensuite, vous allez lui dire que le gène, il est situé sur la région 2. Donc je sais qu'il est situé de là, dans cette partie-là. Donc dans la région 2. D'accord? La région 2, il est là. Il est situé dans la région 2, donc c'est-à-dire de là en bas. Il n'est pas situé au-dessus. Ensuite, vous lui dites qu'il est situé sur la bande 2, donc la région 2. La bande 2, elle commence là. Donc, c'est-à-dire que mon gène, il est situé dans cette partie-là. Et pour finir, vous allez lui dire que c'est situé sur la sous-bande 3. La sous-bande 3, elle est située, donc c'est cette sous-bande-là, donc mon gène, il est situé. Voilà. Donc, c'est comme ça que on fait la nomenclature des différentes parties d'un gène ou bien des différents gènes dans un chromosome bien déterminé.
Ensuite, donc là, ce sont des notions que vous connaissez depuis le lycée, mais j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Il faut quand même comprendre ces phénomènes de méiose et de mitose, que c'est très intéressant. Là, en haut, on a un phénomène de mitose, c'est-à-dire, lorsque je dis mitose, c'est-à-dire c'est une cellule mère qui va me donner deux cellules filles avec le même nombre de chromosomes, c'est-à-dire identiques à la cellule mère. D'accord? Lorsque je parle de méiose, bon, là, j'ai une réduction chromatique, donc c'est le cas de nos gamètes, c'est-à-dire que la cellule mère, elle va me donner quatre cellules filles, mais qui ont un nombre de chromosomes de moitié. D'accord? Donc, c'est-à-dire, si je pars d'une cellule diploïde, je vais obtenir quatre cellules haploïdes. Si je pars d'une cellule à deux chromosomes, je vais obtenir quatre cellules à un chromosome. Si je pars d'une cellule à deux N chromosomes, bien sûr à 46, pour obtenir des gamètes à 23 chromosomes. Voilà. Donc là, je reviens à la mitose. La mitose, si vous voulez, comme vous le voyez ici, on parle, bon, c'est un cas théorique, hein, je ne vais pas mettre les 46 chromosomes chez l'homme, mais on parle d'un cas théorique, c'est-à-dire on part d'une cellule qui a deux chromosomes. Lorsqu'elle subit une mitose, donc elle va me donner deux cellules filles avec deux chromosomes. Si je pars d'une cellule avec 46 chromosomes, je vais obtenir deux cellules avec 46 chromosomes toujours. D'accord? Donc, lors de la réplication et lors de la mitose, donc vous avez bien sûr chaque chromosome là, ici, et chaque chromosome, il faut savoir qu'il a le bras, bien sûr, il est composé ici d'une seule chromatide. Il y a une chromatide là et il y a une autre chromatide là. D'accord? Donc, lors de la synthèse de l'ADN, la phase S, si vous vous rappelez de la phase S, lors de la mitose, vous avez un dédoublement là des chromatides. Et là, chaque chromosome ici, le blanc, il est composé de deux chromatides. D'accord? Ce n'est pas une seule chromatide, mais vous avez deux chromatides. Et dans chaque chromatide, vous avez le bras court et le bras lent. Donc ici, c'est le même chromosome, mais ici, chaque chromosome il est constitué d'une seule chromatide, avec son bras lent et son bras court. Donc ici, bien sûr, lors de la mitose, dans la phase suivante, vous avez un dédoublement grâce, qu'on a dit tout à l'heure, au centromère qui assure cette fonction de dédoublement chromosomique. Donc vous avez une ascension polaire et vous obtenez deux cellules filles à partir de cette cellule-là, et chacune avec le même nombre de chromosomes, c'est-à-dire deux chromosomes. Mais chaque, comme vous le voyez ici, chaque chromosome il est constitué d'une seule chromatide. Et cellule cette cellule-là va subir la même chose, donc il y aura un dédoublement des chromatides, etc. Lorsqu'on est dans le cas d'une cellule sexuelle, donc c'est-à-dire qui va nous donner bien une cellule à la base des gamètes, donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le même phénomène ici, bien sûr, puisqu'il y a la synthèse de l'ADN. Donc la différence, c'est que ici, on a une première division qu'on appelle la division euh, réductionnelle. Donc c'est là où vous pouvez avoir des phénomènes d'échange entre les chromosomes, ce qu'on appelle les crossing over. D'accord? Donc, et là, vous aurez deux cellules ici, mais dans chacune, vous aurez un seul chromosome, parce qu'il y a eu une réduction chromatique. Et bien sûr, une deuxième division, la division équationnelle, qui est une simple mitose comme ce que vous avez ici. À partir d'une cellule à un chromosome, vous obtenez deux cellules à un chromosome aussi. D'accord? Donc là, comme vous le voyez, on a une réduction du nombre de chromosomes. On est parti de deux chromosomes et on est arrivé ici à quatre cellules avec chacune un seul chromosome. Comme vous le voyez ici, on voudrait vous montrer, c'est-à-dire ce qui peut se passer lors de la méiose et lorsque vous aurez ici échange, comme vous le voyez ici, des recombinaisons génétiques qui vont, vous voyez ici le chromosome blanc avec une petite partie, une petite séquence du chromosome noir, ou bien vice-versa, le chromosome noir avec une petite séquence du chromosome. L'union de ces gamètes-là, parce qu'il n'y a que les gamètes chez l'homme, si vous voulez, l'homme avec un grand H, les gamètes, ils sont haploïdes, d'accord? Et l'union se fait entre un gamète haploïde, bien sûr, entre deux gamètes haploïdes, un de sexe masculin et l'autre de sexe féminin.
Et l'union entre ces gamètes, donc ici vous avez les gamètes provenant de l'autre sexe, l'union entre ces gamètes va vous donner des zygotes, donc ce qu'on appelle un zygote. Donc bien sûr, un zygote, là vous allez avoir l'état de diploïdie, c'est-à-dire que le zygote, il est diploïde et vous vous retrouvez bien sûr avec deux chromosomes dans le zygote ou bien dans les zygotes, parce que là vous avez tous les cas possibles, si vous voulez, euh, pour suite à la fécondation. Voilà, donc un petit résumé, ça c'était un petit résumé sur, si vous voulez, les phénomènes de méiose et de mitose. Voilà. Si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé d'anomalies, c'est-à-dire le sujet, le but de cette partie-là, c'est vous parler bien sûr des anomalies chromosomiques, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on parle d'aberration chromosomique, c'est-à-dire ce qui peut se passer dans les chromosomes. Et ces aberrations chromosomiques, ils peuvent toucher aussi bien le nombre de chromosomes que leur structure. D'accord? Et c'est le sujet, si vous voulez, de cette partie-là du coup. Un peu comment ça se passe. Dans une anomalie constitutionnelle, c'est-à-dire que vous avez bien sûr ici le père toujours qui vont vous donner bien sûr les cellules sexuelles, donc des ovocytes, des spermatozoïdes. Bien. Donc lors de l'embryogenèse, lors de la spermatogenèse, ou bien lors de l'ovogenèse ou bien la spermatogenèse, il peut y avoir des anomalies chromosomiques. Donc des anomalies lors de la formation des gamètes, des anomalies dans les chromosomes. Donc, ces anomalies chromosomiques, ils vont, bien sûr, ils vont être, euh, ils vont suivre, bien sûr, le fœtus dans toute sa vie. Donc, je m'explique. Donc, ici, l'anomalie chromosomique, elle a lieu lors de l'ovogénèse ou bien la spermatogenèse. Donc, c'est-à-dire que l'œuf, il va présenter l'anomalie chromosomique aussi. D'accord? Parce que l'un des deux parents, l'un des gamètes dont il est issu, présentait avant cette anomalie chromosomique. Voilà. Donc l'œuf, il sera avec l'anomalie chromosomique. Cet œuf-là, bien sûr, va passer les étapes d'embryogenèse et tout ça. Donc on aura l'embryon, le fœtus, le bébé, et ensuite l'adulte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'anomalie chromosomique, elle sera dans toutes les cellules. Toutes les cellules, ils vont présenter l'anomalie chromosomique. Toutes les cellules, c'est pour cela qu'on parle d'une anomalie homogène, c'est-à-dire que vous allez trouver l'aberration chromosomique, l'anomalie chromosomique dans toutes les cellules. Voilà, ça c'est le premier cas de l'anomalie constitutionnelle homogène. Il y a un autre type d'anomalie constitutionnelle, c'est lorsque, bon, l'ovogénèse, la spermatogenèse se passe normalement, les chromosomes, ils sont intacts, ils ne présentent pas d'aberration, rien du tout. L'œuf, et par conséquent, il sera sans aucun problème au point de vue génétique, au point de vue anomalie génétique, mais c'est-à-dire le développement, la différenciation de l'œuf, lors du développement de la différenciation de l'œuf, on a des anomalies chromosomiques qui vont apparaître. D'accord? Donc ces anomalies chromosomiques vont apparaître chez l'embryon, le fœtus et le bébé. Mais il faut savoir que ces anomalies génétiques, ces anomalies chromosomiques, ne touchent pas toutes les cellules. Il n'y en a que quelques cellules qui sont touchées. Parce que ici, lorsqu'il y a eu l'anomalie génétique à partir de l'œuf, donc l'œuf, il s'est divisé, bien sûr, mais ce ne sont pas tous les chromosomes qui sont touchés. Il y a quelques cellules, quelques chromosomes, donc quelques cellules qui sont touchées par l'anomalie. D'accord? Et dans ce cas, on aura bien sûr chez l'adulte les différents types d'organes avec les différents types de cellules, et on va trouver dans chaque organe, par exemple, deux types de cellules. Donc des cellules qui sont des cellules normales, c'est-à-dire qui ne présentent pas d'anomalie chromosomique, et des cellules anormales qui présentent des anomalies chromosomiques. Donc c'est pour cela qu'on va parler d'une anomalie constitutionnelle, parce qu'elle englobe tous les types de cellules du corps,
mais pas toutes les cellules. D'accord? Par exemple, dans chaque organe, vous allez trouver des cellules touchées, anormales, et des cellules normales. Donc, c'est pour cela qu'on parle d'anomalie constitutionnelle en mosaïque. En mosaïque, c'est-à-dire des cellules normales avec des cellules normales et des cellules anormales. Ici, l'anomalie, elle est homogène. Toutes les cellules sont anormales, ici, dans ce cas-là. Mais là, il y a des cellules qui sont normales. Dans un tissu, il y a des cellules qui sont normales, des cellules anormales. Donc, l'anomalie, on parle d'anomalie en mosaïque. Le deuxième type d'anomalie, l'anomalie acquise, si vous vous rappelez, donc j'ai parlé de ça, je vous ai donné l'exemple du cancer, parce que dans une anomalie acquise, l'ovogénèse se passe normalement, la spermatogénèse se passe normalement, avec des chromosomes normaux, l'œuf, il est normal, le développement de l'œuf, l'embryon, le fœtus et le bébé, c'est normal, impeccable. Le bébé, il devient enfant, l'enfant, il grandit, il devient adulte, il est normal, il est tout à fait normal. Donc, ces organes, ils sont normaux. Donc, les cellules dans ces organes, ils sont normaux. Mais ce qui arrive, c'est que dans un type de cellule, dans des cellules du cœur, par exemple, dans des cellules d'un autre organe, vous avez une anomalie chromosomique qui apparaît. Et cette anomalie chromosomique sera à l'origine d'une cellule anormale. Et par conséquent, dans ce cas-là, il y a bien sûr l'anomalie. L'anomalie, elle est, si vous voulez, elle est ciblée. Elle ne concerne pas tous les tissus, elle ne concerne pas tous les organes, mais elle est dans des tissus bien spécifiques. Donc, on a pris l'exemple du cancer qui peut être dû à une anomalie, une aberration chromosomique. Donc, le tissu cancéreux, c'est-à-dire la cellule qui devient cancéreuse, elle va donner un tissu cancéreux qui porte bien sûr, l'anomalie. Donc, et ça sera des cellules anormales. Donc, il y aura d'autres cellules, bien sûr, qui ne seront pas touchées. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez des tissus cancéreux et des tissus qui ne sont pas cancéreux. Et par conséquent, c'est une anomalie qui est acquise. C'est-à-dire, ce ne sont pas toutes les cellules qui sont touchées, qui sont anormales, mais quelques cellules qui sont anormales suite à une anomalie chromosomique, à une aberration chromosomique qui a touché, si vous voulez, un type de cellule. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai parlé de cellules sanguines. Donc, vous allez trouver le tissu cancéreux seul qui porte des cellules anormales. D'accord? Mais toutes les autres cellules, ils sont normales. Donc, on parle d'anomalies acquises. Elles n'ont pas constitutionnelles. Ce ne sont pas tous les organes et toutes les cellules qui sont anormales, mais quelques cellules dans un tissu. Voilà. Donc là, je rejoins, si vous voulez, l'intérêt de cette partie du cours, parce qu'elle s'intéresse aux anomalies chromosomiques, aux aberrations chromosomiques qui peuvent toucher, j'ai dit tout à l'heure, aussi bien le nombre que la structure d'un chromosome. Donc lorsque vous faites l'examen d'un génome, ce génome, il peut subir un nombre impressionnant de modifications, donc, qui peuvent affecter aussi bien le nombre que des chromosomes que leur structure. D'accord? Soit le nombre, soit la structure. C'est ça l'aberration chromosomique. C'est dans ça qu'on voudrait parler dans ce cours-là. Donc, certaines de ces variations correspondent à des propriétés normales des êtres vivants qui les manifestent, alors que d'autres doivent être considérées comme des anomalies. Voilà. Donc, parfois, il y a des anomalies. Donc, tout ça sera expliqué après. Parfois, on a des propriétés des êtres vivants. Donc, on va voir l'exemple de l'abeille, vous allez comprendre tout à l'heure. Parfois, vous avez une aberration chromosomique qui n'est pas une anomalie, mais elle correspond c'est une étape nécessaire dans le cycle vital d'un être. D'accord? Mais parfois aussi, ces propriétés ou bien ces variations-là
ces variations dans le nombre et dans la structure, ils doivent être considérées comme des anomalies. Donc, je vais commencer la première partie, c'est la variation numérique du génome. Donc, vous avez un génome, je prends le cas le plus simple, c'est le génome humain. C'est-à-dire que dans la cellule humaine normale, on a 46 chromosomes. D'accord? Donc ça, c'est la cellule normale. Donc lorsque je parle d'une variation numérique du génome, c'est-à-dire que ce nombre 46, il va varier. Donc il va soit augmenter, soit diminuer. Donc vous savez que dans la cellule, on a des paires de chromosomes. Donc on a des chromosomes homologues. D'accord? Donc chaque chromosome a son homologue. Les autosomes, vous avez, pour chaque chromosome, vous avez son homologue. Et bien sûr, il y a à part, il y a en plus les chromosomes sexuels qui peuvent être XX chez l'homme ou bien XY chez le sexe féminin. Donc, ça, ce sont des notions. Le ploïdie, lorsque je parle de ploïdie, c'est-à-dire qu'il y a une variation numérique qui implique le génome tout entier. Parce que, par exemple, tous les chromosomes, vous avez une variation du nombre de tous les chromosomes, on parle de ploïdie. Mais lorsqu'il y a variation d'un, c'est-à-dire que vous trouvez dans le génome un chromosome de plus, un de moins, deux chromosomes de plus, deux de moins, on parle d'aneuploïdie. Donc, dans l'euploïdie, on parle d'une variation numérique qui implique le génome entier. Et dans l'aneuploïdie, on parle d'une variation du nombre d'un ou de quelques chromosomes seuls. Donc là, c'est le cas général de euploïdie. Vous avez un cas normal, l'individu normal, qui présente, bien sûr, il est 2N. Donc il est diploïde, c'est-à-dire que chaque chromosome il présente son homologue. Donc ça, c'est le chromosome numéro 1, le chromosome 2, le chromosome 3, etc. Chez l'homme, ça va jusqu'à 22 chromosomes, paires de chromosomes. Et la 23e paire, ce sont les chromosomes sexuels. Donc, lorsqu'on a une réduction du nombre de chromosomes de moitié pour tous les chromosomes, c'est-à-dire quand vous le voyez ici, vous avez chaque chromosome ne présente pas son homologue. D'accord? Il est seul. Le chromosome numéro 2, il est seul. 3 seuls, etc. Donc, dans ce cas, on parle de monoploïdie. Monoploïdie. C'est une aberration chromosomique, c'est-à-dire monoploïdie. Voilà. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle une polyploïdie. Donc, dans l'euploïdie, vous avez soit la monoploïdie, soit la polyploïdie. Donc, dans la polyploïdie, vous avez une augmentation du degré de ploïdie. C'est-à-dire que vous passez de 2 chromosomes homologues à 3 chromosomes homologues pour chacun des chromosomes. Ici, le chromosome 1, il est sous forme de 3 exemplaires. Le chromosome 2 sous forme de 3 exemplaires, le chromosome 3 sous forme de 3 exemplaires aussi. Donc là, on parle de triploïdie, 3N, c'est-à-dire sa chromosome, il se trouve en 3 exemplaires. Vous avez la tétraploïdie. Ici, chaque chromosome, il se trouve en 4 exemplaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la polyploïdie. Donc ces phénomènes-là, on va discuter, on va parler de tous ces phénomènes-là